Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial parce que je reprends les updates. Alors, j'en avais mis un cet été, mais j'en ai mis qu'un seul, je crois, au fin août, ou non, fin juillet. Non, je l'avais tourné fin juillet, je l'avais mis au courant du mois d'août, mais j'avais pas repris ce rythme de un update par semaine avec mes lectures. Bon, après, j'ai lu beaucoup moins aussi pendant l'été, donc du coup, il y avait pas matière à faire des updates, mais c'est surtout que qui dit rentrée des classes, c'est aujourd'hui pour moi, on est le 1er septembre. Pour vous, on sera plus tard parce que je vais mettre cette vidéo plus tard. Mais du coup, qui dit rentrée des classes dit on reprend les habitudes, on reprend les updates, on reprend les vlogs et tout ça. Donc je suis hyper contente de reprendre ces vidéos. Je vais vous montrer les lectures que j'ai pu effectuer donc cet été. Vous allez voir, c'est pas énorme, c'est sur le mois d'août. Et je vais vous parler d'une saga, évidemment, que j'ai terminée. Je vais commencer par la saga, puisque, vous vous en doutez, c'est la saga Blackwater. Donc, j'ai lu les 6 tomes de Blackwater sur... je les ai lus principalement sur mai-juin. Je les ai pas lus à leur sortie, mais je les ai lus pas très loin, en tout cas, surtout sur les derniers. Et en fait, j'ai dû faire un énorme arrêt, puisque je ne trouvais pas le 6e tome. Et quand je l'ai trouvé, ma maman me l'a envoyé pendant que j'étais en séjour, c'était pas le moment, et donc du coup je l'ai lu, on est jeudi, je l'ai lu en début de semaine. Donc je voulais absolument clore cette saga avant la reprise, parce que je suis partie sur un nouveau fonctionnement dont je vous parlerai après, et j'avais envie de partir, de partir avec autre chose. Blackwater de Michael McDowell, j'allais me tromper de prénom. Ce sont 6 livres. Alors, si vous êtes passé à côté, c'est que vous êtes dans une autre planète, je pense, parce qu'on les a vus énormément tourner. Ce sont 6 livres qui ont été écrits dans les années 80 et qui ont été ressortis par Monsieur Toussaint Louverture, avec donc ces couvertures absolument magnifiques. Chaque tome est un petit bijou, donc un petit bijou intégral. Hein. C'est vraiment... Et à l'intérieur, on a en gros une saga familiale qui se déroule sur environ 250 pages. Chaque tome comprend environ 250 pages. Le premier tome, c'est La Crue. Le deuxième tome, c'est La Digue. J'ai mis du thé à côté, je vais essayer de ne pas les abîmer, parce que j'ai réussi à les préserver quasiment comme neufs. Donc, troisième tome, La Maison. À chaque fois, il y a des dos, moi je vous montre juste le devant, parce que je trouve que le dos spoil un peu. Quatrième tome, La Guerre. Cinquième tome, La Fortune. Et 6e tome, Pluie. On va suivre ici l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elinor, qui va arriver dans la ville de Perdido et qui va rencontrer le fils de la famille Casquet. Et en fait, on va surtout au début, je garde le dernier tome, mais voilà, on va suivre surtout au début son introduction dans cette famille, dans ce clan, comment ça va se passer. C'est un clan qui est déjà bien installé dans la ville, qui a une scierie, il me semble, ou qui travaille dans le bois en tout cas. Et j'essaie de vous trouver, mais je crois qu'au début, il n'y a pas de plan de la ville. Et j'ai peur de vous spoiler en vous montrant... je vais regarder si ça y est dans le tome 2. Mais... Et donc, en fait, on va... Ah non. Ah si, voilà. Donc ça, c'est la ville de Perdido, en Alabama. Et en fait, en gros, la famille Casquet, elle habite ici. Et ici, on va avoir la scierie. Voilà. Donc, il va y avoir un cours d'eau qui va traverser la rivière Perdido. Et ici, on a la rivière Blackwater qui se rejoignent ici pour former la rivière Perdido. Et donc, on va suivre cette famille Casquet et ses aventures au fur et à mesure des tomes, et évidemment comment Elinor va s'intégrer ou non dans cette famille. Vous vous doutez bien que s'il y a 6 tomes, c'est que il va se passer quelque chose avec cette famille, hein, qu'elle va certainement s'intégrer, puisque après on va suivre donc la mère Casquet, et ensuite on va suivre les descendants. On va suivre des années 20 aux années 60-70, je crois que ça finit en début 70, et on va donc suivre la vie et la mort des personnages. Donc on arrive vraiment, on part des naissances, avec des mariages, les naissances, jusqu'à la fin des personnages. Alors c'est une saga que j'ai énormément aimée, j'ai trouvé l'écriture extrêmement prenante, ça se lit vraiment tout seul. D'ailleurs à chaque fois que je prenais un tome, soit je le lisais quasiment d'une traite dans une matinée, soit je le lisais très vite, et surtout à chaque fois j'étais très surprise de voir à quel point ça se lisait vite. Je me disais tiens, j'en suis à quelle page? Oh, j'ai lu 25 pages quoi.
Je pense qu'il y a du fait de la mise en page, où il y a peu de texte il y a peu de texte quand même, et également de l'écriture de Michael McDowell, qui est vraiment extrêmement fluide, et de cette vie de famille qui est très très prenante. Alors, je n'ai pas eu un crush pour Elinor, le personnage d'Elinor, qui est quand même assez particulier et limite antipathique, mais il y a des personnages pour lesquels j'ai eu un fort attachement. Et surtout de manière générale, en fait, c'est l'entité familiale que j'ai beaucoup appréciée. Ils sont très singuliers, ils ont un rapport aux enfants qui est extrêmement particulier. Ils ont une façon de vivre leur parentalité qui est hors norme. Et j'ai bien aimé justement cette parentalité qui n'est pas jugée et qui est pourtant hors norme. Voilà, on n'est pas sur de l'amour filial habituel avec un amour incommensurable et un besoin de possession parentale. Là, on est vraiment sur justement autre chose et c'était vraiment très très intéressant. Je pense même que c'est quasiment ce qui m'a le plus plu dans cette saga, c'est ce rapport aux enfants si particulier. C'est une saga, pour moi, c'est une saga coup de cœur. Donc, je vous encourage, si vous ne la connaissez pas, à la découvrir. Par contre, il y a une grosse touche de fantastique. Il faut bien le savoir. Alors, pour moi, s'il n'y avait pas eu cette touche de fantastique, ça aurait peut-être été un peu plat. Et justement, j'ai adoré cette part fantastique qui est très prenante et qui m'a fait penser évidemment à des univers de Stephen King. Alors je vous le dis tout de suite, sur les premiers tomes, on est sur des touches assez subtiles. Il y a peu de fantastique. Et sur le dernier tome, on est sur le fantastique à 80%. Donc si vous n'avez pas envie de lire quelque chose de fantastique, n'y allez pas. Mais voilà, vous pouvez quand même tenter parce que les touches sont quand même subtiles et c'est amené crescendo, donc c'est pas choquant. Je vais ensuite essayer de prendre les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus et non pas dans l'ordre dans lequel je les ai classés. Donc ils sont pas classés par ordre de préférence. Je vais vous les présenter un petit peu du coup de manière chronologique. J'ai lu début août, j'avais commencé et je l'ai fait traîner énormément. J'ai lu un soupçon de sorcellerie, pardon, qui est la suite d'une pincée de magie de Michel Harrison chez Seuil. C'est un deuxième tome, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, si ce n'est que dans le premier tome, on suivait trois sœurs qui vivaient sur une île qui était maudite, dont les trois sœurs ne pouvaient pas quitter cette île. Et en fait, elles vivaient avec leur grand-mère dans une taverne, grand-mère assez atypique, complètement alcoolique. Et donc, on va suivre leurs aventures dans ce deuxième tome. On est sur un univers avec de la magie, avec un univers... c'est un petit peu comme si on avait une version des sœurs Brontë, en version dans le côté sombre, le vent, la falaise, tout ça. Et en même temps, on est quand même sur une version beaucoup plus soft parce que c'est un livre jeunesse, mais avec un univers fantastique, un univers fantastique qui est quand même très bien fourni, où on est bien immergé. Dans le tome 1, on l'était un petit peu moins, dans le tome 2, un tout petit peu plus, mais ça reste quand même assez en surface. C'est pas que c'est pas nourri, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est sur du jeunesse et donc on va pas avoir un univers trop complexe. Mais il est quand même suffisamment bien fourni pour qu'on arrive à visualiser. Et ces trois jeunes filles sont extrêmement attachantes, évidemment. Leur lien est très fort et c'est très beau. Donc, évidemment, malgré que ça soit du jeunesse, je n'ai pu m'empêcher de m'identifier ayant également deux sœurs. Mais voilà, c'était super intéressant. Je trouve c'est subtilement amené. Il y a beaucoup de notions importantes d'amitié, de valeurs, de courage qui sont amenées dans ce bouquin et c'était vraiment très chouette. Le seul regret que j'ai, c'est de l'avoir lu sur un temps trop long et du coup de m'être un petit peu noyée, de l'avoir trouvé un peu lent en fait sur la première partie, alors qu'en fait je pense que ça venait du fait que je l'ai fait traîner sur un laps de temps trop long. Ensuite, j'ai fait un petit tour à la bibliothèque, vous verrez, vous avez vu déjà dans le vlog parce qu'il sera sorti d'ici là. Et j'ai lu Les meurtres de Molly Southbourne de Tad Thompson chez Le Bélial. Donc Le Bélial, c'est une maison d'édition que j'ai découverte grâce à Isa du conte Les Chroniques de l'Hérisson. J'aime beaucoup les Chroniques de l'Hérisson, j'aime beaucoup ce qu'elle propose parce qu'on est sur des univers très gothiques, un peu un peu malsain, mais en même temps pas que. Elle va chercher des choses vraiment qui sortent un petit peu du lot et c'est hyper intéressant. Je suis désolée, j'arrête pas de me gratter les pieds. Je me suis fait dévorer par les moustiques juste avant de tourner, c'est l'enfer. Bref, donc du coup, j'avais lu déjà Les Attracteurs de Rose Street, de Lucius Shepard, qu'elle avait également lu. Et celui-ci, je l'avais repéré et il m'avait un petit peu intrigué dans ses chroniques. Donc je l'ai pris à la bibliothèque. C'était pas du tout prévu, je l'ai pris à la bibliothèque. J'ai commencé à la bibliothèque et je l'ai fini dans la journée. C'est un petit livre qui fait une centaine de pages. Oui, c'est ça, parce qu'il
fait, tac, 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 je peux me spoiler puisque je l'ai déjà lu. Il fait 110 pages. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Molly. Et en fait, elle vit avec ses parents. Et dès le départ, c'est un peu confus, mais on comprend qu'elle a des règles, en fait. Ces règles, c'est, si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi, ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu, du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Et il me semble que dans ses chroniques, quand elle en avait parlé, Isa, elle avait dit à peu près ça. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros, Molly, elle vit avec ses parents et il faut pas qu'elle saigne. Si elle saigne, il lui arrive des choses que je ne vous dirai pas parce que c'est pas marqué c'est pas marqué dans la 4e de couverture, donc je vous laisse le découvrir. Mais en gros, il faut pas qu'elle saigne. Et c'est complètement improbable. C'est-à-dire, c'est une lecture, c'est un ovni, un peu de la même façon que le livre Histoire de l'Élysée était un ovni, sauf que Histoire de l'Élysée, il faisait 600 pages, il était imbuvable et qu'en plus il y avait des problèmes de langage, au niveau du vocabulaire et tout ça, c'était hyper complexe, alors que là, pas du tout. C'est très court, c'est très concentré, et du coup, on est vraiment plongé dans cette espèce d'univers auquel on s'attend pas, en fait, et c'est très déstabilisant, c'est du fantastique. C'est ultra fantastique, je vous le dis tout de suite, mais c'est du fantastique ancré dans notre temporalité, donc dans nos temps. Alors, c'est pas précisé, mais ça pourrait être en 2022. Mais c'est vraiment, voilà, Molly, elle vit des choses très particulières, elle a des réactions très particulières auxquelles on ne peut pas du tout s'attendre et du coup, c'est très déstabilisant. Je vais continuer à vivre des aventures avec la Maison Le Bélial parce que j'ai tellement apprécié que je vais essayer d'aller en chercher d'autres de temps en temps comme ça. Je me demande si c'est une volonté de la part de cette maison d'édition d'aller vraiment vers des lectures aussi atypiques ou si c'est juste les 2 premiers livres que j'ai pris qui se sont avérés être comme ça. Affaire à suivre. J'ai enfin lu ensuite le premier tome de Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson chez Actes Sud. C'est un livre que j'ai dans ma palle. Alors, pour ceux qui suivent mes aventures en vlog, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis longtemps et en même temps non. Je l'avais dans ma palle depuis une dizaine d'années, sauf qu'en fait, quand j'ai déménagé, parce que je l'ai déménagé deux fois, je crois, le bouquin, au moins une fois, j'ai craqué, il s'est craqué en vieillissant et les dernières pages sont tombées. Donc j'ai perdu en fait les dernières pages de l'édition que j'avais depuis des années. Donc j'ai pas eu envie de le commencer. Et surtout quand j'ai fait une sortie livresque avec mon ami Camille en juillet, je l'ai racheté d'occasion. En plus le premier tome de Millennium, c'est le seul que j'avais qui avait un format il était plus petit. Donc comme ça ils sont tous au même format. Donc j'ai lu le premier tome enfin de Millennium. Ça fait 10 ans que j'en entends parler, si ce n'est plus parce qu'il est plus vieux que ça. Et j'ai pu découvrir un petit peu le pourquoi du comment est-ce que 2005, donc ça fait 17 ans. Pourquoi est-ce que ça avait été tant un livre extraordinaire à sa sortie? Je pense que si je l'avais lu il y a 10 ans, ça aurait été un coup de cœur. Aujourd'hui, c'en est pas un parce que j'ai lu beaucoup de livres similaires, mais ça aurait pu clairement être un coup de cœur. Alors, je vais vous faire un résumé assez rapide parce que je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer Millennium. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu. On va suivre ici un journaliste qui s'appelle Michael Blomqvist qui vient de perdre une affaire pour diffamation. En fait, il a poursuivi, il a mis des faits, il a mis des choses dans son journal qu'il pensait être vraies d'une source. Et en fait, tout s'est avéré faux. Et donc, du coup, il a été poursuivi et il a perdu ce procès. Donc, on va le suivre lui d'un côté et on va suivre d'un autre côté Lisbeth Salander, qui est une jeune femme qui, elle, va travailler en freelance pour pas des pirates informatiques, mais qui va faire des recherches informatiques sur des personnes en freelance. Donc du coup, freelance. Donc du coup, on va suivre ces 2 personnages, mais on va suivre principalement Michael et non pas Lisbeth. Moi, je croyais qu'on allait suivre Lisbeth, mais globalement, on suit beaucoup plus Michael, qui lui va être sollicité par une famille extrêmement connue pour une enquête très particulière et pour écrire un article sur cette famille. Évidemment, nos 2 protagonistes vont être amenés à se rencontrer, mais ils vont être amenés à se rencontrer extrêmement tard. Donc, dans le bouquin, on ne sait pas du tout au début. Moi, je pensais qu'on était vraiment sur... mais ma première surprise, ça a été de me dire, au fur et à mesure du bouquin, mais comment est-ce qu'on va avoir 3 tomes autour de cette histoire? Comment est-ce que ça va être amené pour qu'on ne se lasse pas et que ça dure vraiment 3 tomes? Et puis au fur et à mesure, j'ai compris, je me suis dit, mais
je suis pas sûre que en fait il y ait vraiment 3 tomes. Peut-être qu'en fait il y a 3 tomes, mais comme il y a plusieurs tomes dans plein de sagas, vous savez, comme dans tous ces livres avec tous ces polars, tous ces thrillers à plusieurs tomes en fait, comme les Camille Agrèbe ou alors Camille Lackberg, je sais pas, mais Camille Agrèbe, où on a enfin on a les aventures de Siglu Furdur, de Ragnar Jonasson, ou tous ces livres là où en fait on peut les lire à la suite, mais on peut les parce qu'il y a quand même les personnages qui sont développés, mais on peut les lire indépendamment parce qu'il y a aussi l'enquête. Alors là, effectivement, les personnages, leur personnalité, elle est extrêmement importante. Et je pense que si vous passez directement au tome 2, vous loupez toute la personnalité. Et puis là, c'est un premier tome, donc c'est très introductif, c'est très descriptif. On en apprend beaucoup plus et on comprend en fait les personnages. On suit énormément la vie personnelle de Lisbeth et on comprend pourquoi elle en est là, comment elle en est arrivée à avoir ce caractère-là qui est extrêmement antipathique. Mais en même temps, on peut avoir aussi un peu d'empathie pour elle parce que elle vit des choses très difficiles. Mais voilà, on en sait plus sur elle, on en sait plus sur Michael, un petit peu moins. C'est vrai que le personnage qui est le plus creusé, je trouve, au niveau de son passif, ça va être Lisbeth. Donc du coup, je me suis demandé, mais je ne comprends pas. Et puis, au fur et à mesure du livre, j'ai lu la 4e de couverture. Je l'ai lu toujours bien après. Et j'ai lu que Stieg Larsson était décédé brutalement en 2004 d'une crise cardiaque juste après avoir remis à son éditeur les 3 tomes de la trilogie Millennium. Et donc, je me suis dit, est-ce que, en fait, il n'était pas parti pour écrire plus de 3 livres et il est décédé, donc du coup, il n'y a plus de suite, mais peut-être qu'il y aurait Millennium 4, Millennium 5, Millennium 6. Et en fait, finalement, le livre, il s'appelle pas Millennium, finalement, c'est vraiment ça le titre. C'est pas le titre d'un tome 1, c'est défini comme un tome 1 parce que c'est pour qu'on puisse les classer dans l'ordre et qu'on puisse ne pas se mélanger les pinceaux, comme moi j'ai fait avec plein de ces livres-là où j'ai lu les tomes 12 parce que je ne savais pas dans quel ordre les lire. Donc du coup, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... je sais pas. Donc ça, je pourrais vous en dire plus une fois que j'aurai lu Millennium 2 et Millennium 3. Et en même temps, je pourrais pas non plus vraiment vous le dire parce qu'en fait, la seule personne qui aurait pu nous le dire, c'est Stieg Larsson qui malheureusement est décédé. Donc du coup, j'ai bien aimé cette lecture. Je lirai le tome 2 et le tome 3 sans souci. Je l'ai lu très vite parce qu'en plus j'étais à la plage à ce moment-là. Mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà lues. Par contre, il y a 10 ans, enfin il y a 17 ans quand c'est sorti, je pense que ça devait être très novateur. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus ma saga nordique préférée. Parce que là, on est sur du polar suédois. J'ai lu ensuite La femme aux fleurs de papier de Donato Carisi, qui m'a été offert par l'une d'entre vous, comme je vous ai expliqué dans le vlog, je pense. Comme je vous avais déjà expliqué quand j'avais reçu le colis. D'ailleurs, je te remercie encore une fois. C'est un livre que j'ai lu parce que j'avais beaucoup aimé Le chuchoteur de Donato Carisi. Pour moi, j'ai lu Le chuchoteur et le jeu du chuchoteur. On reparle à ce que je vous disais, je me suis plantée, j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 4, mais je lirai quand même le tome 2 et le tome 3. Là, on n'est pas du tout sur le même registre parce que sur les autres, on était sur du polar, mais alors du polar hyper sombre. Le premier tome du chuchoteur est extrêmement gore. Je vous rappelle que ce sont des corps de petites filles qu'on retrouve, des bras. Donc c'est hyper hard. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Sur La femme aux fleurs de papier, on va suivre en fait... ça commence en disant il y a un personnage qui est sur le Titanic coule, il descend chercher un cigare, et il allume un cigare et il coule avec le bateau sans lutter contre la noyade. On va suivre un médecin autrichien, Jacob Ruhmann, qui est pendant la Première Guerre mondiale et qui en fait est appelé par un de ses supérieurs pour soigner, enfin pas pour soigner, mais pour soutirer des informations à un soldat, et ce soldat qui est haut gradé, c'est un commandant, je crois, mais on ne précise pas, enfin si, bon, qui est un haut gradé, va décider de lui raconter son histoire et il va lui dire, asseyez-vous et je vais vous expliquer cette histoire du Titanic, de l'homme qui fume, qui est cet homme, qui je suis, voilà, qui est Guzman, qui suis-je et qui était l'homme qui fumait sur le Titanic. Guzman, on ne sait pas qui c'est, voilà, il lui pose ces 3 questions. Donc on va suivre en fait la nuit que vont passer ces 2 hommes à raconter son histoire, que va raconter cet homme au médecin. Et on va suivre comment le médecin va la vivre. Bon, il va faire des allers-retours, il va sortir de l'endroit où il est avec ce prisonnier, mais globalement, on va suivre vraiment cette nuit-là et toutes les révélations. C'est un livre assez court et surtout, c'est un livre hyper poétique, en fait.
Il y a beaucoup de poésie, de métaphores. C'est un livre qui est très loin de l'univers auquel on est habitué avec Donato Carisi, qui est beaucoup plus sombre. On a un côté très nostalgique dans ce livre et je l'ai trouvé très touchant, je l'ai trouvé très beau. Et c'est une lecture que je garderai en mémoire de par sa poésie et de par la surprise que l'auteur va nous faire en passant d'un thriller à ce registre-là. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas eu la petite flamme, j'ai pas eu la petite étincelle, j'ai pas eu la petite accroche avec les personnages, mais n'empêche que je l'ai beaucoup aimé. Donc je suis très contente d'avoir découvert la plume de Donato Carisi à travers un nouvel univers. Et je trouve que voilà, il écrit très bien et je suis très heureuse d'avoir découvert cet ouvrage. J'ai lu ensuite la lecture du King du mois d'août que j'avais prévu. Je savais qu'en août j'allais peu lire, donc j'avais prévu un tout petit livre. J'ai lu Colorado Kid, qui est donc un tout petit King dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai trouvé d'occasion. D'ailleurs, quand je l'ai lu, il y avait marqué des trucs dedans. Il y a marqué un truc là. Et en fait, ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit, bah, ce livre a vécu, donc quelqu'un l'a lu à la plage en 2021. C'est rigolo parce que moi aussi, je l'ai lu à la plage. On va suivre ici deux hommes, deux journalistes d'un certain âge, qui décident de raconter à une de leurs... alors, c'est pas une coéquipière, mais en gros, elle est stagiaire, mais sans l'être. Alors, à une jeune femme, ils vont décider de lui raconter une affaire qui n'a jamais été résolue. Tout le livre, c'est une conversation, d'ailleurs. C'est marrant parce que je l'ai lu juste après celui-là et ça ressemble à celui-là et c'est un peu le même format. On va suivre ces deux vieux monsieur qui racontent cette enquête à cette jeune femme. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est très particulier et j'étais contente de retrouver le King différemment parce que j'avais lu dernièrement, en juillet, j'avais lu L'histoire de Lysée et en juin, j'avais lu Les yeux du dragon, qui étaient deux livres qui étaient tortueux et tortureux, du coup, enfin, ça veut rien dire, mais qui étaient tordus dans tous les sens et du coup, qui étaient lourds à lire et qui étaient complexes et qui étaient trop denses. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable comme lecture de Stephen King. Et donc, du coup, ça m'a fait plaisir de le retrouver avec une plume plus fluide et qui m'a donné confiance en la lecture de tous les livres que j'ai dans ma palle. Parce qu'en plus, j'en ai quelques-uns. J'ai actuellement 6 King dans ma palle, donc si je suis dégoûtée de cet auteur, c'est un peu dommage. Mais c'est voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très court et il y a une note de l'auteur à la fin. Je vous laisse lire, je vous laisse découvrir ce livre qui est quand même très court. Hein. Il fait 150 pages, donc il se lit facilement. J'ai dû le lire sur une journée et demie, parce que j'ai été entrecoupée, je pense. Mais voilà, ça se lit très facilement et c'est un régal de le retrouver un petit peu dans un registre vraiment où on sort pas les rames et on se dit pas « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Mais c'est pas possible. Il est en train de faire une psychanalyse dans son bouquin parce que l'histoire de Lysée, c'est ça quand même. Hein. Voilà, donc du coup, vous avez vu, ça fait beaucoup et en même temps pas beaucoup de lecture parce que je vous ai présenté 5 livres en gros que j'ai lus sur le mois d'août et j'ai lu... enfin 6 parce qu'il y a eu le 6e tome de Blackwater, mais j'ai pas lu d'autres livres parce que ça a été un mois où effectivement j'ai beaucoup vadrouillé et où j'ai travaillé en séjour, donc je ne bouquinais pas. Je vais maintenant reprendre du coup un rythme de lecture un peu plus dense et je vais travailler plus et du coup je vais avoir un rythme plus dense. Oui, il ne faut pas chercher la logique. Je suis dans un rythme de lecture lié à mon rythme de travail. Mais en tout cas, la nouvelle c'est que j'ai décidé d'essayer de reprendre les plannings de lecture. Cette fois-ci, je l'ai fait sur ordi. Est-ce que je le tiendrai plus? J'en sais rien. J'ai essayé de faire un planning de lecture beaucoup plus raisonnable, mais du coup, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et on est le 1er septembre et pour l'instant, j'ai bien respecté mon planning de lecture. On sort pas mal. Au niveau de mes lectures en cours, j'ai commencé ce matin, donc du coup, Impact d'Olivier Norek. J'allais dire le premier tome, c'est pas un premier tome. Donc là, je m'étais fixé 50 pages. J'ai commencé à les lire. Les 2 premiers chapitres, c'est la claque. On est mis dedans, c'est ok, on est là, on est étouffé, c'est sombre et je sais pas comment ça va être après, mais moi ça m'a bien retourné ces 2 premiers chapitres. J'ai lu un peu plus, mais ça m'a bien mis dans l'ambiance. Je vais commencer également aujourd'hui le Ken Follett qui est mon pavé pour le mois de septembre 2022. Donc je vais lire le premier tome de La Chute des Géants. Je l'ai pas encore commencé, mais je le lirai ce soir. Si jamais j'ai lu la partie du jour, j'ai fini la partie du jour pour Impact. Si je finis la partie du jour pour le Ken Follett, je continuerai la lecture que j'avais commencé hier. Parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé une lecture. J'ai commencé
The Hate You Give, j'ai lu 60 pages de Angie Thomas. C'est pareil, là, c'est une lecture... c'est du young adulte, mais quand même, ça remue pas mal. Et surtout, c'est pas du tout un registre... c'est pas du tout un univers dont j'ai l'habitude. Donc, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Mais je le lirai au fur et à mesure si j'arrive à respecter mon planning de lecture. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. J'ai mis pour le mois de septembre, pardon, le King du mois de septembre, ce sera l'Institut, comme je vous ai dit dans la vidéo sur ma palle. Et je commence la lecture le 20, je crois que je l'ai mis sur 6 jours. Donc si jamais vous êtes intéressé pour le faire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous rajouterai au groupe de lecture commune. Pareil pour la chute des géants, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, ou n'importe quel livre d'ailleurs qu'il y avait dans ma palle. Enfin, vous pouvez m'envoyer un message, je vous dirai lesquels j'ai prévu quand, si je respecte mon planning. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère il a été un peu long, mais parce que il y avait beaucoup de choses à présenter. Et puis voilà, j'avais envie de prendre le temps de discuter un peu plus avec vous pour cette reprise. Le montage va être infernal parce que j'ai plein de trucs à couper. Mais voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Quel a été, comment s'est passé votre été, ou je ne sais pas, ou par exemple, quel a été votre coup de cœur de cet été, ou quelle est la lecture que vous attendez vraiment pour cette rentrée. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite, normalement la semaine prochaine, dans un prochain update. Salut!